Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les cases, où cette fois-ci nous étions à l'atelier 510 TTC, bien sûr un atelier rémois, où nous avons pu rencontrer Séverine Gauthier. Je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots, je suis Séverine Gauthier, je suis rémoise et je suis autrice de bande dessinée depuis une quinzaine d'années. Donc je suis scénariste. Scénariste, très bien. Et donc du coup, quel est votre parcours? Comment êtes-vous arrivée dans le monde de la BD? Donc je suis arrivée par la bande dessinée en tant que lectrice d'abord. J'ai pas suivi de formation particulière pour être écrivain, autrice. Pour la bonne raison que ça n'existe pas dans les cursus universitaires, il n'y a pas de cursus en écriture créative. Donc je suis venue à l'écriture parce que j'ai toujours écrit, j'étais une enfant assez solitaire et j'écrivais beaucoup de poésie quand j'étais plus petite, d'histoires, je faisais des romans et j'écrivais et je dessinais des bandes dessinées quand j'avais une dizaine d'années. Et puis finalement, j'ai jamais arrêté d'écrire. J'ai arrêté le dessin en cours de route pour me concentrer sur l'écriture et puis moi, quand j'étais enfant, j'écrivais toujours des choses un peu sans fin, c'est-à-dire je me lançais dans des espèces de grandes sagas qui n'avaient jamais de fin. Et puis un jour, j'avais une petite vingtaine d'années et j'ai écrit une histoire que j'ai terminée pour la première fois, qui était une histoire courte et qui en fait me semblait un peu différente de tout ce que j'avais écrit auparavant, que j'aimais beaucoup, qui était terminée, qui était une histoire qui tenait toute seule. Et c'est la première histoire que j'ai présentée à un éditeur et c'est devenu mon premier album de bande dessinée en fait. Et ça, c'était en 2008. Un rêve d'enfant du coup qui s'est exaucé. Ouais, mais ça, voilà, c'est exactement ça. Et ça s'est fait un peu sans que je décide de me dire, je ne m'étais pas dit, je vais devenir autrice, je vais faire ça comme carrière. C'est venu assez naturellement, sans vraiment que je décide progressivement. Sans aucune pression. Voilà, vraiment sans aucune pression, parce que par ailleurs, j'ai suivi d'autres études. Et c'est venu vraiment comme ça, la continuité de ce que j'ai toujours aimé faire en fait. Donc je me suis jamais posé la question d'en faire une carrière ou quoi, la transition s'est faite tout naturellement. Avez-vous une formation professionnelle ou autodidacte dans la BD? Ça revient peut-être à ce qu'on a dit, je ne sais pas. Ça revient un peu à ça, mais c'est complètement autodidacte. La bande dessinée, c'est une écriture qui a énormément de contraintes parce qu'on est dans un format qui est strict. Le cadre imposé, on a toujours un nombre de pages qu'on négocie avec l'éditeur au début, mais du coup, dont on ne peut pas sortir une fois qu'il est déterminé. Voilà, parce qu'après, il y a des contraintes de fabrication du livre qui fait qu'on ne peut pas dépasser. Il y a aussi la contrainte de l'écriture visuelle qui fait qu'on n'écrit pas un script de bande dessinée comme on écrit un roman. Et comme je pratique les deux formes d'écriture, je vois bien la différence du cadre strict imposé par la BD. Donc, il y a des codes et des codes techniques à maîtriser pour l'écriture de scénarios de bande dessinée que je connaissais en tant que lectrice et auquel je me suis formée à ces codes finalement en autodidacte, en faisant, en regardant le travail de professionnels aussi que j'ai eu la chance de rencontrer, dont Jean-David Morvan sur Reims, voir sa façon de travailler, de découper ses albums et finalement en me faisant les mains au fur et à mesure que j'écrivais, quoi. Très bien. Alors, si vous n'étiez pas dans la BD, peut-être qu'est-ce que vous auriez fait à la place? Je pense que j'aurais forcément été dans quelque chose de créatif. Donc ça s'exprime à travers l'écriture. Mais je vous ai dit au début que j'ai dessiné aussi beaucoup, donc j'aimais aussi beaucoup le dessin, l'illustration, et j'avais un intérêt particulier pour la calligraphie. Donc je pense que si j'avais su que des études de calligraphie étaient possibles, je pense que je me serais dirigée là-dedans. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait en faire sa profession quand j'étais enfant. Et du coup, voilà. Mais j'ai toujours gardé ce côté créatif. Du coup, l'écriture s'est finalement imposée, mais je pense que j'aurais été dans une autre voie un peu créative toujours. Ok. Et donc du coup, c'est une question qui peut être assez compliquée, mais d'où tirez-vous votre inspiration? Y a-t-il des œuvres, des auteurs qui vous ont donné envie de créer ou juste votre entourage? C'est vrai que c'est compliqué de savoir d'où viennent les idées parce qu'en général elles débarquent comme ça dans le cerveau, mais je suis quelqu'un aussi qui n'arrête jamais d'en avoir des idées. C'est même parfois fatigant parce qu'on n'arrête jamais de penser à tout un tas de choses. Mais finalement, je pense que ça vient d'un peu tout, en fait. Ça vient de la curiosité qu'on a, oui, de l'observation des gens, mais aussi de tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut regarder. Moi, j'ai une passion pour tous les arts visuels, que ce soit aussi bien l'animation que la peinture, que l'illustration. Donc, je suis le travail de beaucoup d'artistes, avec qui j'ai parfois la chance de collaborer sur des albums.
Mais du coup, tout ça, ça nourrit forcément une imagination parce qu'on va aller se diriger vers d'autres artistes ou le travail d'autres personnes avec lesquelles on a voilà, une affinité artistique ou au moins un intérêt. Et du coup, ça nourrit l'imagination. Il y a forcément une grosse part du travail qui est nourrie par notre personnalité, nos expériences personnelles. Je sais que moi, il y a beaucoup de moi dans chacun de mes livres, de façon différente, mais il y a toujours des parties qui sont plus ou moins personnelles, qu'on va retrouver dans un personnage ou dans un autre. Et tout ça, ça se mélange au service d'une imagination qui, là, est difficile à expliquer. Voilà. Je sais pas si ça... Parfait. Alors, la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a des genres que vous aimez, mais dont vous n'aimeriez pas vraiment créer, tout simplement? Des genres, ouais. Je suis pas quelqu'un qui écrit des choses forcément très réalistes. Après, j'ai des centres d'intérêt, des sujets d'écriture comme les relations parents-enfants ou alors qui viennent de mon expérience personnelle. Mais je ne l'écris jamais sous forme réaliste. C'est toujours des choses qui me sont un petit peu plus peut-être compliquées parce que je pense que j'ai besoin peut-être d'une distance avec des émotions trop fortes ou trop brutes. Et du coup, j'ai une affinité particulière avec le genre fantastique. J'aime aussi beaucoup le gothique et l'horreur. Et donc, c'est des univers qui me parlent naturellement. J'aime ce qui a une certaine mélancolie, une certaine tendresse, une certaine douceur. Donc, c'est vrai que je suis attirée vers des univers comme ça, qui parfois mélangent une tendresse gothique ou ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que je suis attirée, je gravite autour pas mal de ces univers-là, parce que c'est des univers dans lesquels je me sens bien. Et du coup, je pense que ça se ressent dans mon travail, dans les différentes choses que je peux écrire. Voilà. Bah, donc, j'irai très pas trop vers le intéressant. réaliste parce que ça me correspond pas vraiment. On part plutôt sur, pas forcément fantaisiste, mais quelque chose qui s'éloigne un peu de la Il y a souvent un réalité. élément de fantastique. Même quand j'ai écrit des histoires courtes en bande dessinée jeunesse, par exemple, sur mes premiers livres qui étaient des albums jeunesse vraiment de 30 pages assez courts, le premier s'appelait Mon arbre, le deuxième s'appelle Garance. C'est vraiment des histoires d'enfants ciblées sur 30 pages, des BD très courtes. Et c'est vrai c'était réaliste entre guillemets, mais il y a toujours un élément fantastique. Donc il y a un arbre, une relation entre une petite fille et un arbre qui lui parle, ou un moment de bascule dans un album où on part dans une circonstance particulière vers un côté fantastique qui revient, qui était en l'occurrence une façon d'interpréter un décès, enfin bref. Et du coup, il y a toujours un décalage un peu fantastique que je mets. Donc c'est pas de la fantaisie non plus, D'accord. mais il y a toujours un côté fantastique qui apparaît à un moment donné. Et donc du coup, un peu à l'inverse, y a-t-il un style ou un thème que vous avez toujours voulu explorer mais vous n'avez pas encore eu l'occasion? Mais ça, il y en a toujours, mais je suis en train d'y travailler. Donc, je vous ai dit que j'aimais tout ce qui était un peu mélancolique, gothique, etc. Donc ça, j'ai déjà exploré. J'ai une série de BD en cours en ce moment qui s'appelle Les Royaumes Muets, qui explore pas mal ces univers-là. Et l'horreur, j'aimerais y venir. Et je suis en train, du coup, j'ai un projet de roman qui sera plutôt horreur, entre guillemets, un petit peu. En tout cas, qui en reprendra certains codes. Donc oui, les univers... Pardon. Les univers que j'ai envie de développer, j'y viens petit à petit. Donc il n'y en a pas vraiment un spécifique que j'aurais envie d'explorer. En tout cas, je suis en train de poser les jalons pour m'y essayer, en tout cas. Avez-vous déjà utilisé vos œuvres pour transmettre un message engagé? Pas de façon directe. C'est-à-dire que je suis pas très... disons que je n'aime pas spécifiquement les œuvres qui délivrent un message. Enfin, ce que je veux dire, je suis un petit peu en train de bafouiller. En fait, j'aime pas que le but premier soit le message. J'aime bien que le message soit amené d'une façon assez subtile et pas trop brute. Je suis pas trop fan des ouvrages très très pédagogiques dont le premier but est d'être pédagogique. J'aime bien que quand il y a, parce qu'il y a toujours des messages finalement qu'on transmet dans nos œuvres par un personnage, par des thématiques qu'on aborde, mais j'aime que ce soit fait d'une façon subtile et que ce soit amené de façon naturelle dans l'histoire. Donc après, les thématiques sur lesquelles moi j'ai plaisir à travailler, c'est les relations entre les personnages que j'explore dans la plupart de mes histoires. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai une série de romans en ce moment qui est en cours de publication, où j'explore pas mal les relations parents-enfants, etc. et la tolérance, etc. Mais ça vient dans l'histoire, c'est pas des ouvrages pédagogiquement faits pour transmettre ce message-là avec des gros sabots. Et voilà, j'aime bien quand ça rentre dans
dans une des qualités de l'ouvrage, mais que ce soit fait de façon assez subtile, quoi. Ok. Il faut de la subtilité, même si on veut transmettre un message. Hein. Mais je pense qu'il passe d'autant plus que le lecteur comprend le message qu'on essaie de faire passer à travers l'histoire, etc. et qu'on n'assène pas le message à coup de gros sabots, comme on pourrait le trouver, je sais pas moi, dans une campagne ou dans un livre plus didactique. Et que ça se transmette dans la littérature, que ce soit la littérature jeunesse ou la littérature adulte, je pense que ça vient d'une façon qui est finalement amenée plus naturellement par les personnages et ce qu'ils vivent, et la façon dont ils réagissent, que là, il y a moyen de faire passer énormément de messages de façon, je dirais, plus subtile qu'en le faisant de façon systématique, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire, et en général, c'est ce que j'aime lire aussi. Donc du coup, là, on va plus partir sur votre processus créatif. Comment écrivez-vous? Est-ce que c'est spontané? Est-ce que vous avez vraiment... vous détaillez, vous écrivez au fur et à mesure? Quel est votre processus de création? Ouais, c'est toujours très structuré, mon travail, je pense. Je suis toujours très organisée, mais il y a aussi toute une partie... Alors, quand je commence à écrire, ça devient très organisé, très structuré. Mais il y a toujours toute une partie que j'appelle une espèce de glande créative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, en fait. Sur un projet. C'est-à-dire que je commence par avoir une idée, alors j'ai toujours des carnets partout chez moi où je note toutes les idées qui me passent par la tête. Il y en a qui sont bonnes et qui vont rester, puis il y a des choses que j'oublie, donc c'est que c'était pas si bonnes idées que ça. Enfin, je considère que si je les ai oubliées, c'est tout. Mais du coup, dans ce que je note, ensuite je réfléchis, et en fait il y a toute une partie du travail qui est... on a l'impression que je fais pas grand-chose en fait, parce que c'est tout voilà, ça se passe à l'intérieur. Donc ça, je travaille sur d'autres projets, puis dans ma tête, je réfléchis à d'autres moments sur de nouveaux projets. Par contre, une fois que dans ma tête, je sens que le projet est suffisamment mûr, là, je commence à écrire de façon compulsive. C'est-à-dire que la première étape de n'importe quel projet, pour moi, j'ai des cahiers, j'ouvre un cahier et j'écris absolument tout ce qui me passe par la tête sur ce projet, complètement en vrac. Toutes les idées où je suis vraiment sans filtre. Je balance absolument tout ce qui me vient à l'esprit. Donc c'est très désorganisé, très fouillis, mais ça a le but c'est un moment d'ébullition créative où je jette absolument toutes les idées. Et ensuite, je vais trier ça. Et donc et là, c'est là où commence vraiment le travail de scénarisation. Après, techniquement, une fois que mon histoire, je la sens prête, j'ai un début, j'ai un cheminement et j'ai une fin dans mes notes, là, je mets en place, et c'est là où j'ai un travail qui est très codé pour la bande dessinée. D'abord, je vais commencer à faire un synopsis. Donc pour moi, mes synopsis, ils sont pas mal détaillés. C'est vraiment, je découpe mon histoire en séquences, et je décris tout ce qui se passe dans la séquence, et ensuite j'attribue à la séquence un nombre de pages idéal. Donc c'est pas encore scénarisé, c'est vraiment, pour cette séquence-là, j'imagine j'ai besoin de 10 pages, voilà. Une sorte de fil rouge. Voilà, une sorte de fil rouge. Je déroule toutes mes séquences comme ça. Et puis, je vois à combien de pages ça m'emmène. Et en général, ça m'emmène à beaucoup trop de pages. Et une fois que j'ai ça, après, c'est là qu'intervient le travail de scénarisation. Si par exemple, c'est un projet qui est déjà signé chez l'éditeur, que je sais que j'ai 54 planches de bande dessinée et que j'ai un synopsis idéal qui est à 75, là j'ai un gros travail de scénarisation. Quelle scène je vais changer, comment je gagne en efficacité dans ma narration, comment je peux prendre moins mon temps pour entrer dans l'histoire et comment je peux peut-être commencer pile au milieu d'une scène qui fait qu'on va tout de suite être embarqué. Est-ce que mes introductions sont vraiment utiles? Et donc là, c'est vraiment le travail de scénarisation, d'inverser les scènes, de changer, de les couper, tout en veillant à ce que l'album soit équilibré pour pas passer de ces 75 à 54 pages. Et ça, c'est pas encore un scénario, c'est vraiment le synopsis, mais c'est mon document. Une fois que j'ai fini ce travail de scénarisation vraiment de mon histoire, il part en relecture chez l'éditeur et chez mon co-auteur dessinateur. Et si ça convient à tout le monde, là, je commence à scénariser. Et donc la scénarisation en bande dessinée, j'écris absolument toutes les images, une par une, pour chaque page. Donc je ne suis pas tellement directive dans le sens où je ne choisis pas chaque angle de vue. Là, on est tous différents entre scénaristes, mais moi, ce que je mets, c'est je décris ce qui se passe dans l'image. Et je décris aussi ce que ça doit transmettre en termes d'émotion ou de comment on doit ressentir la scène. Et ensuite, je fais des tableaux et ensuite, je propose le texte qui sera dans les bulles ou les récitatifs, qui sera la partie là qui ne changera pas. Mais après, c'est planches écrites, donc j'écris de la case 1 à la dernière case de l'album, donc sur chacune des pages. Et là, c'est vraiment le scénario découpé de tout le livre, ce qui prend un certain temps. Et une fois que c'est fait, le travail du dessinateur, c'est d'interpréter, de mettre en scène la page écrite en dessin. Donc là, il y a beaucoup d'échanges au moment
synopsis, enfin on parle pas du synopsis, pardon, au moment où le dessinateur storyboard donc fait les brouillons des planches, interprète en images la planche écrite, et puis on échange, puis quand on tombe d'accord, on commence le travail de dessin. Et voilà, donc mon process commence de façon très très brouillonne, par cette prise de notes un peu compulsive de tout ce qui me vient à la tête, et puis ensuite par contre c'est très structuré. Mais ça devient très carré au fur et à mesure en fait. Oui, et puis ça prend même la forme, c'est clairement carré, ça prend la forme de tableau, clairement très strict, voilà, quand je remets tout au propre. Mais donc il y a vraiment une évolution comme ça, et je fonctionne comme ça pour absolument tout. Je fonctionne comme ça quand j'écris des romans, et je fonctionne aussi comme ça quand j'écris de la poésie pour enfants, donc ça passe par l'étape du brouillon un peu sauvage avant d'être très structuré, soit en chapitre, soit vraiment où je travaille les vers et la prosologie derrière. Et du coup, vous êtes également professeur à l'université. Vous pensez que votre profession elle a influencé sur votre travail de scénariste ou inversement? Non, ça n'a pas tellement de rapport. Les deux croisières, enfin mes deux carrières ne se croisent pas vraiment. J'ai fait quelques ouvrages de bande dessinée qui sont de la fiction historique, qui ont été basés sur mes recherches universitaires. Donc j'ai une bande dessinée en 5 volumes qui a été publiée chez Dargaud à l'époque, et qui était directement issue d'une partie de mon sujet de thèse de doctorat. Donc était une aventure fantastique qui n'avait nécessairement pas grand-chose à voir avec ma recherche, mais qui était basée sur les cultures amérindiennes que j'ai étudiées pendant ma recherche doctorale. Et du coup, j'en ai tiré une série fantastique comme ça. J'ai fait quelques ouvrages qui sont vraiment historiques. Le dernier est sorti en 2023, je crois. J'ai pas la notion du temps un petit peu. Ça s'appelle La piste des larmes. Et c'est un ouvrage commandé par les éditions Nathan BD et qui était vraiment sur du coup la déportation d'un peuple amérindien au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Et donc ça, c'est un récit vraiment historien, quoi. Ça me rappelle le manifeste Destiny, c'est peut-être un peu ça. Exactement, ouais. c'est lié à cette idéologie expansionniste, effectivement. Et du coup, j'ai quelques ouvrages sur lesquels mon travail d'enseignant à l'université et ma recherche en civilisation des États-Unis se sont croisés. J'ai aussi fait une série en 3 volumes chez Casterman sur le morphinisme pendant la guerre de sécession. Et du coup, j'ai des ouvrages comme ça où ça se croise, mais ma carrière d'autrice et ma carrière d'enseignante sont vraiment très séparées. Après, j'ai quand même des centres d'intérêt et un intérêt pour l'histoire des États-Unis que j'enseigne à l'université. Donc forcément, j'ai sur certains ouvrages où je me suis fait plaisir à travailler sur des thématiques comme ça, avec toujours un élément fantastique dedans d'ailleurs, je remarque. Mais sinon, mes deux carrières sont vraiment distinctes. Donc, outre cet aspect-là, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, ou en tout cas, il n'y a pas vraiment d'influence de l'une sur l'autre. Ça se croise sans pour autant que ce soit finalement... Puis j'ai commencé les deux carrières en même temps, c'est-à-dire que j'ai commencé à publier quand j'avais la petite vingtaine. En même temps que j'inscrivais, à l'époque, on faisait un DEA, c'était un diplôme d'études approfondies, qui était la préparation du sujet de doctorat. Ouais. On avait 1 an de DEA avant de pouvoir inscrire un doctorat. Et donc, j'ai publié mes premiers livres l'année où j'ai inscrit je me suis entrée en DEA pour préparer ma thèse. Donc, en fait, j'ai commencé les deux carrières au même moment, je dirais. Enfin, même j'ai commencé à être publiée avant d'avoir mon doctorat. Beaucoup d'écriture pendant 1 an, quoi. Tout ça devait être... Que de la recherche de l'écriture. Faut être organisé. Tant d'axes niveau organisation. Ouais. Ça continue de l'être, parce que ma carrière d'autrice s'est bien développée depuis, et je suis beaucoup plus sollicitée maintenant qu'au début de carrière, forcément. Et donc il y a des moments où gérer la carrière universitaire à temps plein plus une carrière d'autrice à côté, ça devient compliqué, c'est frustrant, notamment quand un bouclage d'album tombe pendant la semaine de correction des examens. Il y a des semaines qui sont bien tendues. Il faut être organisé. Il y a des moments un peu plus durs que d'autres dans l'année universitaire. Parlant, ça a un lien avec l'organisation pour la prochaine question. Je fais ma petite transition. Allez-y. Forcément, il doit y avoir quelques outils, vous devez forcément les utiliser, que ce soit pour le processus créatif ou même des fois pour s'organiser, gagner du temps. Et la question justement, c'est quels sont ces outils que vous utilisez ? Alors, je suis un peu de la vieille école, moi, générationnellement parlant. On a quelques générations d'écart, vous et moi.
Et je n'utilise pas tellement, j'ai un agenda quoi. Alors maintenant je suis passée à l'agenda sur mon téléphone quand même. J'étais en agenda papier comme j'aime l'idée, écrire au crayon. Hein. Donc en fait je vous ai dit que je remplissais des cahiers, c'est ma première étape, elle est toujours à la main et j'adore ça en fait. Et donc je passe sur mon ordinateur une fois que c'est écrit. Pour remettre au propre, voilà, pour faire mes tableaux, etc. Une fois que c'est déjà bien, je sais où je vais. Et en fait le seul outil que j'utilise moi c'est Word, voilà, et ça suffit. Pour mes tapuscrits de romans, pour mes scénarios de bande dessinée. Et ça se passe très bien comme ça. Donc j'ai pas d'outils qui me facilitent la vie. Je suis à l'ancienne avec mes cahiers. Pas de dessin sur tablette, graphique, tout ça. Non, moi je suis pas une scénariste. Moi j'écris, je suis pas une scénariste. Je sais qu'il y a certains scénaristes qui proposent des storyboards un peu ou des scénarios sous forme un peu storyboardée parce qu'ils sont... Parfois ils scénarisent, mais ils sont aussi dessinateurs eux-mêmes. Enfin, il y a, en bande dessinée, les ponts entre les différentes professions de la BD s'effacent dans beaucoup de cas. Il y a des auteurs qui scénarisent et qui dessinent, comme il y a des dessinateurs qui mettent en couleur ou qui font appel à des coloristes. Donc les métiers de la BD se croisent. Ouais, se croisent, se confondent. Et moi, je suis vraiment scénariste, et donc j'ai pas de... Je dessine pas de... Vous faites pas beaucoup de sketchs, c'est plus dans l'écriture. Non, ouais, je fais pas de croquis, je fais pas ce genre de choses. Ok. Et donc du coup, on a un peu répondu à la question. Vous travaillez majoritairement donc en collaboration, puisque vous sauf quand je suis en roman. Entre guillemets, vous écrivez. Ouais. Et donc du coup, comment vous organisez-vous avec les autres agents du projet Alors en bande dessinée, l'écriture vient toujours en premier. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de travailler ensemble. Je suis en train de monter des projets qui sont des nouvelles collaborations avec des artistes que j'ai rencontrés il y a peu. Et on décide de monter un projet ensemble et ce qui va toujours venir en premier, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans la réalisation de l'album de BD sans avoir le scénario parce que on a toutes ces contraintes de découpage de l'album, etc. Donc ça vient toujours en premier, mais en bande dessinée, ce qui fait que j'apprécie d'autant plus le média, c'est que c'est vraiment de proposer et d'écrire une histoire, d'écrire un album, et ensuite de le partager. C'est-à-dire que c'est vraiment des activités, on est vraiment co-auteur. C'est-à-dire que même quand j'amène l'histoire et que je propose une histoire qui est déjà écrite à un dessinateur, on peut après la modifier un petit peu évidemment selon les envies du dessinateur lui-même, mais ça devient vraiment notre projet à deux. Donc en général, pour qu'il puisse rentrer dans le projet, il faut aussi qu'il trouve une façon de se l'approprier, même si l'histoire est écrite en amont. Et du coup, ça passe, par des petites modifications, des choses comme ça. Donc c'est aussi des réalisations où il y a énormément d'échanges et de va-et-vient entre auteurs pendant toute la phase de réalisation. Même quand le scénario... j'arrête pas de travailler sur l'album quand le scénario est terminé d'écrire. C'est-à-dire qu'on a toujours un échange pour valider relire les storyboards, valider les crayonnés, serrer les dialogues, tout, et c'est constamment un va-et-vient, donc c'est un réel partage. Donc disons qu'il faut bien s'entendre pour pouvoir travailler ensemble, parce qu'on a une moyenne d'une année sur un album, c'est parfois plus long, ça dépend de la taille des livres, et puis des rythmes de chacun. Disons qu'en moyenne, c'est une année, un an et demi de travail. Et du coup, oui, ça crée ce qui est chouette, c'est que ça crée des relations artistiques qui sont finalement assez fortes, parce qu'on partage vraiment des choses personnelles qu'on exprime dans ce qu'on écrit ou les dessinateurs dans ce qu'ils dessinent. Et du coup, c'est des relations qui sont plutôt très chouettes. Mais c'est vraiment un travail de co-construction. Parce que la BD est une écriture visuelle, donc c'est vraiment une co-écriture et une co-construction du bouquin. Quelle est la chose la plus inattendue qu'un collaborateur ait pu vous dire, ou une anecdote, tout ça? Inattendue? J'en sais rien. Il y a quelque chose qui me surprend toujours, c'est que je suis toujours surprise quand je rencontre quelqu'un ou quand quelqu'un me contacte parce qu'il a lu mon travail. Ou qu'il le connaît. Vous savez, quand on vous présente quelqu'un et qu'on dit « Ah mais oui, j'ai lu ton bouquin », machin. À chaque fois, ça me prend par surprise. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, je suis toujours assez mal à l'aise et assez surprise par ça. Et j'essaie de travailler dessus, mais c'est toujours un peu compliqué pour moi. Mais surtout que ça donne des fois des choses très chouettes. Et par exemple, il y avait une autrice avec laquelle je vais travailler là. On est en train de monter un projet toutes les deux. Et c'est une autrice qui est plus âgée que moi et dont je suis le travail depuis que je suis adolescente. Donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, dont j'ai toujours acheté les bouquins et dont j'aimais beaucoup le travail. Et puis je la suivais sur les réseaux sociaux, mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis de la vieille école. Et donc sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à commenter et à rentrer dans la discussion avec des gens que je ne connais pas. Bon, c'est tout.
Et bien, un jour, j'aimais tellement ce qu'elle avait posté que j'ai quand même laissé un message pour la première fois. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, elle m'a recontactée en MP juste genre un quart d'heure après en me disant j'ai vu que tu avais aimé mon travail et elle m'a dit oh, ben, j'aime beaucoup ce que tu écris et tout. Et donc, vu que c'était quelqu'un que j'admirais depuis toujours, je me suis dit ouais, quand même, c'est genre une des premières personnes à qui j'ai osé demander une dédicace, c'est une illustratrice, à qui j'ai osé demander une dédicace en illustration. Et du coup, on bosse ensemble. J'ai réussi à lui dire qu'en fait, j'avais une dédicace d'elle sur son premier livre. Et donc, c'est marrant. Et donc là, on va travailler ensemble. Mais moi, j'ai toujours du mal à... Le plus dur pour moi, c'est de contacter quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. J'ai toujours une espèce de... Une sorte de timidité. Ouais, une sorte de timidité à me dire que... Mais c'est compliqué hein, quand on a une personnalité comme ça, d'aller vers les gens en se disant oui... Peut-être que ce que j'ai écrit, ça va l'intéresser, etc. Donc j'ai toujours du mal à faire ça. Et donc finalement, mes collaborations, elles se font soit par hasard, comme le cas de ce message que j'ai osé mettre sur Internet, ou alors en rencontrant de façon informelle les gens. Il y a des gens avec qui je collabore depuis plusieurs albums maintenant, qui sont devenus vraiment des amis proches, que j'ai rencontrés parce que j'étais en rendez-vous avec un copain avec qui je travaillais sur un livre. Et puis il ramène un copain, on boit un coup et je fais même pas attention que le copain en question est dessinateur. On discute, on passe une bonne soirée. Et puis il me dit « Ah, mais je dessine aussi et tout ». Et puis en rentrant chez moi, je regarde son travail et je me dis « Mais on aurait dû en parler, c'est absolument génial ». Et puis du coup, je le recontacte. Et voilà, donc ça, c'est de façon informelle. Et puis finalement, ça devient plus facile parce que quand on travaille dans le milieu, après, on rencontre les gens. On rencontre les gens sur des salons, on rencontre les gens d'événement en événement. Et puis au final, on se revoit, on se recroise. Et puis au final, ça donne des nouvelles relations de travail. Mais bon. Alors, c'est pas vraiment une anecdote, mais voilà. C'est une bonne histoire. Ah, si, c'est une très bonne anecdote, l'histoire du commentaire en plus. Ouais, non, moi, mais je trouve que c'est vraiment marrant. Et je sais même pas, j'avais même pas écrit une phrase, j'avais juste mis un cœur. Ça vous montre ma timidité et ma non-maîtrise des réseaux sociaux. Et du coup, dire ah, mais c'est cool que t'aimes, moi j'aime. Et voilà, donc ça a donné. Et puis c'est marrant parce que du coup, on s'est rencontrés, effectivement, comme artistiquement. On a des univers qui se comprennent. Quand on s'est rencontrés, on s'est aimés aussi. Ça a bien matché. Ça a bien matché. Donc on s'est dit, on va travailler ensemble. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, donc c'est plutôt cool. Super. Donc du coup, comme vous nous avez expliqué, il y a énormément de boulot. Ouais. Et donc du coup, comment s'organise une journée type pour vous ? Ou est-ce qu'il y a une journée type ou Mais c'est il n'y vraiment... en a pas. Il n'y en a pas parce que, déjà parce que comme j'ai aussi un autre métier, il y a des fois où j'aimerais bien découper mes semaines de façon claire entre le travail universitaire et mon travail de création. Mais des fois, ça se recoupe malgré moi. C'est-à-dire que j'ai un truc en urgence à faire pour la fac, je vais le faire et ça va prendre le pas sur autre chose. Et puis, l'inverse n'est pas trop possible, parce que quand je suis en cours, je ne peux pas faire autre chose. Mais il n'y a pas de... je pense que même si je n'avais pas l'université et les contraintes horaires que ça impose, je pense que je n'aurais pas de journée type parce que je ne peux pas faire des horaires de bureau et contraindre mon écriture. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me dis, je suis pas motivée. Je me dis, là, vas-y, j'y vais à 9h. J'écris, il faut absolument que je sorte, je sais pas moi, au moins un rough de chapitre aujourd'hui. Et puis je m'installe et ça ne vient pas. Et quand j'essaie de le forcer, ça ne vient pas en fait. Du coup, des fois je pars avec l'idée d'écrire un truc, je me retrouve à faire complètement autre chose et à écrire complètement autre chose. Et puis c'est au moment où je n'ai pas prévu de faire quelque chose que j'ai des éléments d'écriture qui me viennent de façon un peu compulsive. Et là je suis partie pendant 4 heures alors que je n'avais pas prévu de faire ça, ou ça m'emporte tard alors que j'avais pas prévu d'être dans une bonne dynamique à ce moment-là. Donc moi j'ai rien qui est vraiment prévisible comme ça au niveau de mon inspiration ou dans quelle disposition je suis. Et je suis aussi quelqu'un qui est assez vulnérable à son ressenti et son bien-être. Je suis une personne assez stressée et anxieuse. Et donc selon mon état mental du moment, par exemple pendant le Covid c'était infernal parce qu'on regardait tellement les news qui étaient dit le soir que je me souviens c'était le moment où je lançais ma série de romans qui s'appelle Aliénor, fille de Merlin à l'école des loisirs. Et je devais écrire les premiers chapitres pour les proposer à l'éditrice qui avait validé le projet et qui voulait juste que je fasse un test d'écriture pour tester un petit peu mon écriture en roman. Et le premier chapitre, je crois que j'ai mis 1 mois et demi à le sortir parce que on était en confinement, c'était pas possible et j'étais tellement anxieuse que j'arrivais à rien. Et donc c'était compliqué. Donc je suis assez vulnérable à mon état mental du moment. Et comme je suis assez anxieuse comme personne, je me laisse facilement déborder par mes émotions, ce qui est bien pour l'écriture, mais ce qui parfois me joue des tours sur... voilà. Donc c'est impossible pour moi d'avoir vraiment une journée type d'écriture. C'est selon l'inspiration. Donc, Ça a beaucoup de sens ce que vous avez dit avec justement le Covid et le fait d'être confiné, parce que quand on a un boulot qui
entre guillemets, sur le papier peut être fait à la maison, finalement, c'est le fait d'être enfermé qui nous empêche le plus de faire ce boulot-là. Oui, c'est vrai. Parce qu'on se dit, en fait, maison devient boulot, et après, ça peut donner lieu, en fait, à une sorte de rythme mauvais ou une sorte de cercle vicieux. C'est ça, on se laisse entraîner, ou alors il faut vraiment avoir un espace chez soi qui soit entièrement dédié au travail et à rien d'autre, ce que j'avais pas nécessairement. Et donc, voilà, c'est ce qui fait aussi que je travaille en atelier. Alors, pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où j'aime bien être seule pour travailler. Donc, quand j'ai besoin, moi, d'être seule, je reste travailler chez moi. Donc, quand c'est pas subi, effectivement, il y a des moments où j'en ai besoin. Et j'ai rejoint un atelier parce que ça me permet aussi, sinon c'est un travail qui est assez solitaire, le travail d'écriture. Et ça me permet malgré tout de partager un espace commun avec d'autres artistes, etc. Il y a une émulation qui est chouette. Il y a des relations d'amitié qui sont chouettes. Et donc, c'est pas mal de pouvoir partager aussi cette carrière-là avec des gens, quoi. Pouvez-vous nous parler de votre dernier projet / dernière œuvre? Ok. Donc là, en ce moment, en projet BD, j'en ai qu'un seul en cours. J'ai d'autres projets que je vais remonter bientôt, mais en ce moment, j'en ai un seul en cours. Donc c'est une série ce sera une série de 3 albums qui s'appelle Les Royaumes Muets, qui est publiée aux éditions Oxymore. Et donc c'est une histoire fantastico-gothique. C'est l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui, par un concours de circonstances assez fâcheux, se fait arracher son dernier soupir par la mort, alors qu'elle n'était pas mourante. Et donc, les circonstances qui font qu'elle se fait arracher ce dernier soupir, c'est la mort de son voisin, et surtout la rencontre avec 2 squelettes qui sortent de son placard, et qui sont des agents collecteurs de soupirs pour le compte de la mort qui se trompent de maison. Elle se retrouve embarquée dans le monde de la mort et doit payer le prix, son soupir. Et de là, ça entraîne toute une série d'aventures, parce que son soupir était un soupir trop jeune. Et du coup, il est sauvage, il s'enfuit, et si on ne retrouve pas son soupir, elle va être condamnée. Donc il y a toute une aventure comme ça, avec son voisin, le spectre de son voisin mort, les 2 squelettes qui ont mal fait leur travail et qui sont du coup assez incompétents, et voilà, et qui vont essayer de se rattraper, mais toujours de façon très maladroite. C'est Dupont et Dupont. Un petit peu, voilà. Donc ça nous entraîne dans ces aventures fantastiques entre le monde des vivants et le monde des morts, puisque du coup, quand son soupir est arraché, elle est comme coupée en 2. Elle est morte vivante pour le monde du dessus et vivante morte pour le monde du dessous. Donc ça dédouble son personnage, et c'est tout un tas d'aventures. Et puis, donc ça, c'est le pitch du premier volume. Et puis donc là, on est en train de finaliser le 2e volume qui devrait sortir en courant 2026. Et puis, il faut que je scénarise le 3e. Donc là, le 2e volume est en phase de dessin couleur. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une série BD que j'ai en cours. Et mon autre gros travail du moment, c'est que je finalise une série, le tome 6. Donc je suis en relecture et en dernière correction aujourd'hui du tome 6 de ma série de romans Aliénor, fille de Merlin, qui est publiée à l'École des loisirs, qui sont des romans fantastiques jeunesse, qui sont de la revisite des légendes arthuriennes, avec un mélange de folklore breton, qui est absolument fascinant. Et utiliser le folklore breton et tous les fantômes de Bretagne dans des histoires fantastiques, c'est assez chouette. Et donc là, c'est une série pour jeunes adolescents, on va dire. Ça s'adresse à partir de 9 ans, puis après, il n'y a pas d'âge. Il y a aussi beaucoup de lecteurs adultes qui lisent cette série. Et là, je m'amuse beaucoup avec le fantastique, les légendes bretonnes, les fantômes du folklore breton, toutes ces choses-là. Avec Merlin, Aliénor, mais c'est pas vraiment Aliénor d'Aquitaine. Non, quoi. c'est pas du tout la même. En fait, Aliénor, c'est le seul personnage qui n'est pas dans la légende arthurienne. Dans mon roman, c'est la fille de Merlin. D'accord. Et donc, elle vit une série, donc elle a une 12aine d'années, elle vit une série d'aventures avec Lancelot, qui est apprenti chevalier, qui a à peu près 12 ans aussi. Donc Lancelot qui est recueilli, qui est l'enfant adoptif de la Dame du Lac. Elle est la fille de Merlin. Et puis il y a Morgane qui gravite par-ci par-là, qui est l'ennemi juré de son père, mais qu'elle aime bien. Donc ça explore ces tensions de relations parents-enfants, de la parentalité biologique et de l'héritage qu'on ne veut pas d'un père comme Merlin. Et puis de la parentalité adoptive entre Lancelot et Viviane. Et voilà, donc plein de thèmes qui m'intéressent et que j'explore dans ces ouvrages-là. Et puis en ce moment, je suis donc sur ces 2 ouvrages-là, et je suis aussi dans le montage de projets, d'albums illustrés, de BD et de nouveaux romans. Donc voilà. Plein de petits projets en fait, mais au final, on s'y plein de retrouve. choses différentes, ouais. Alors, donc du coup, on a parlé de beaucoup de projets. Quel a été le plus gros défi, donc soit en général ou alors sur une œuvre précise? Le plus gros défi pour moi, c'est que j'ai commencé, et c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai toujours voulu être romancière.
Et il m'a fallu un certain temps pour oser passer de la bande dessinée au roman. Et ça m'a pris énormément de temps. Alors, j'aime la bande dessinée, c'est le média qui m'a vraiment tout de suite attirée. Mais j'avais aussi l'envie de conduire seule mes projets et de passer un roman. Et je pense que j'étais intimidée. Je me mettais une espèce de barrière mentale ou je ne sais pas. Et du moment où j'ai osé présenter des projets de romans, où je me suis mis à écrire, en fait, j'ai trouvé quelque chose de vraiment, pour moi, très, très, très satisfaisant. En fait, j'adore ça. Autant j'aime travailler dans la collaboration avec des artistes sur des projets d'albums ou de bande dessinée, autant me retrouver seule aux commandes complètes de mon roman, c'est aussi super exaltant et du coup ça me correspond aussi énormément. Donc en fait j'aime ça et ça a été le plus gros défi pour moi, surtout comme je vous l'ai dit, le premier volume de ma série de romans, c'était en plein Covid avec tout ce que ça a entraîné de psychologiquement bizarre pour moi. Ça a commencé dans la douleur. Mais finalement, je suis très satisfaite aujourd'hui et la série s'achève là sur un tome 6 qui va sortir l'année prochaine. Et donc, c'est finalement pour un premier projet en roman, 6 tomes, voilà, c'était quand même un sacré défi et je suis contente d'avoir relevé, je suis contente d'avoir osé me lancer parce que du coup, voilà, l'éditeur est demandeur d'autres romans, ce qui me fait très plaisir et que j'ai aussi d'autres envies d'écriture. Du coup, je pense que je vais continuer dans les deux, écrire de la bande dessinée et écrire du roman en parallèle, comme ça. Est-ce que pour vous, il y a une œuvre dont vous êtes particulièrement fière, une de vos œuvres ? Il y a une œuvre qui est particulière pour moi, et c'est une bande dessinée qui s'appelle L'Homme Montagne, que j'ai écrite à un moment de ma vie où j'étais en processus d'adoption de ma petite fille, qui est née en Éthiopie. C'est super mignon. Du coup, vous comprenez l'exploration de la parentalité adoptive de Lancelot et Viviane dans mes romans. Finalement, je mets beaucoup de moi à chaque fois, des aspects forcément de ce qui m'inspire, c'est ce que je connais, donc j'en parle plus facilement. Et donc L'Homme Montagne, c'est une bande dessinée qui est sortie en 2015 avec Amélie Fléchet au dessin et une formidable artiste à qui j'ai proposé cette histoire, que j'ai vraiment rencontrée à l'occasion de notre collaboration sur ce livre. Et en fait, ça raconte pas une histoire d'adoption directement, mais ça questionne ça interroge tout ce que moi j'avais en tête au moment où j'étais dans ce processus d'adoption. Donc c'est des principes de transmission, des racines, de comment on transmet un héritage à quelqu'un. Enfin voilà, et c'est toutes ces questions-là. Donc c'est l'histoire d'un enfant et de son grand-père. Donc vous voyez, c'est même pas une petite fille, c'est pas moi, c'est un enfant et son grand-père qui s'appellent enfant et grand-père. Ils n'ont pas de nom dans l'histoire. Et le grand-père va partir pour son dernier voyage, donc c'est sur sa mort. Et il a des montagnes qui ont poussé sur son dos tout au long de sa vie, qui symbolisent un peu le poids de toutes ces années qui ont passé, vraiment littéralement, il a des montagnes sur le dos. Et donc il ne peut plus avancer pour son dernier voyage. Les montagnes sont trop lourdes, et donc l'enfant, qui a l'habitude de voyager avec lui dit que il va aller chercher le vent le plus puissant qui existe, qui vit au sommet de la plus haute montagne, pour pousser son grand-père dans son dernier voyage. Et donc l'enfant part seul pour la première fois et il fait 3 rencontres majeures entre un arbre qui a des racines bien profondes pour résister au vent, des cailloux qui font les fous en dévalant la pente et puis des bouquetins qui l'emmèneront jusqu'au sommet pour rencontrer le vent qui va pousser son grand-père dans le dernier voyage. Donc vous voyez, ça ne raconte pas du tout l'histoire de ma fille ou de moi, mais par contre c'est plein des interrogations sur les racines et la transmission qui moi me taraudaient au moment où j'étais dans ce processus d'adoption. Ce qui fait que c'est un livre qui est vraiment particulier pour moi, et en fait c'est un livre qui a touché beaucoup de gens. Il a été primé, il a reçu un prix littéraire, il a été adapté en spectacle vivant par un artiste qui chante du coup mon texte, etc. sur scène. Donc c'est vraiment très chouette, c'est un livre qui a une jolie, qui continue même 10 ans après à exister toujours. Et donc pour moi c'est vraiment une œuvre qui était particulière dans ma carrière pour l'instant. Je dirais que c'est l'œuvre qui ressort parce qu'elle est vraiment... En fait, derrière cette œuvre, on peut vraiment dire que c'est vous, en fait. C'est vraiment hyper personnel, mais sans que ça soit directement mon histoire. Vous voyez, les gens qui le lisent n'ont pas l'impression de lire un truc... c'est pas du tout autobiographique, c'est une histoire complètement fantastique. C'est comme un reflet, finalement, en fait. Ouais, c'est ça, mais j'ai mis tellement de tout ce qui me questionnait à l'époque qu'en fait, il est super spécial pour moi, ce livre-là. Donc je pense que ça reste un petit... Je les aime tous, mes bouquins, mais celui-là, il reste spécial pour ça. Alors là, on va passer à l'exact opposé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser un projet, et si oui, pourquoi ? Ou alors juste d'en laisser un choix vraiment arrêté. Oui, ça m'est arrivé. Je pense que ça nous arrive à tous. Des fois, on part sur une idée qui n'est pas forcément bonne, et puis on travaille, on se frustre et on arrête. Parce qu'on se dit non, j'y arrive pas, c'est naze. Mais ça, c'est des projets qui sont dans les tiroirs. Mais des projets qui m'ont été proposés, que j'ai refusés, oui.
parce que je ne me sentais pas la bonne personne. Par exemple, on m'avait contactée pour faire une histoire des États-Unis en BD, parce que j'étais à la rencontre, à la fois j'avais le savoir-faire pour l'écriture technique en BD, et à la fois j'enseigne l'histoire des États-Unis, donc c'était pratique. Et puis finalement, c'était un projet tellement énorme, fallait des bouquins de 200 pages, ça m'aurait demandé un investissement énorme. Et puis surtout, il fallait que ce soit quelque chose de très objectif. Et comme je vous ai dit, moi j'aime bien mettre du twist assez fantastique dans mes histoires. Et finalement, j'ai eu plusieurs rendez-vous pour ce projet. Et puis finalement, j'ai contacté l'éditrice en disant « Je pense que je ne suis pas la bonne personne. Il y a des gens qui font ça très bien. Moi, je ne me sens pas capable de le faire. En fait, ça me paraissait trop gros. Et surtout, il y avait des contraintes d'écriture et je ne me sentais pas être capable de faire ça en fait, donc j'ai décliné. Et puis il y a aussi des projets fantastiques du coup que les éditeurs ont eu envie de me confier. J'ai du mal à travailler en étant contrainte, j'ai du mal à forcer mon imagination ou ma créativité vers quelque chose de contraint, et donc j'ai essayé pendant presque 1 an avec leur idée de sortir des scénarios. J'en ai proposé 3 ou 4 versions et à chaque fois ça n'allait pas parce que je m'éloignais trop de... Ils avaient un truc en tête et moi je m'en éloignais trop et donc ça collait pas, donc j'ai fini par dire que je commençais à fatiguer sur le projet au bout de 4 versions de scénario et que je pense que j'y arriverais pas et que j'étais pas non plus la bonne personne pour ça. Donc tout ce qui vient me contraindre, en fait, ça me bloque plutôt qu'autre chose. Est-ce qu'au final, ce serait pas en fait en sorte, vous qui aimez plutôt proposer vos idées, que le fait de travailler sous la contrainte et de... C'est pas forcément le fait que ce soit pas votre idée, le fait qui vous gêne, mais simplement que vous explorez mieux vos idées quand il y a moins de contraintes. Je pense que quand je suis plus libre en fait de gérer déjà mon temps, en fait de pas avoir une contrainte de temps dans la création, parce que finalement mes projets ils sont prêts quand ils sont prêts, et je peux mettre des fois 1 an, 1 an et demi à réfléchir à une idée avant que ça sorte, et puis des fois ça va beaucoup plus vite, ça dépend. Et puis le fait d'avoir une contrainte et de savoir que je dois sortir un scénar sur tel truc, mais que ça vient pas naturellement chez moi, qu'il faut que je le force, c'est vrai que ça me bloque. Donc je pense que oui, j'aime mieux explorer mes propres envies seule. Et donc j'ai jamais réussi. La seule demande à laquelle j'ai répondu, c'était La piste des larmes sur la déportation, mais là c'était un projet vraiment clair, limité dans le temps. Voilà, c'était un album, voilà, comme ça, en plus d'une chouette collaboration artistique. Du coup, là, ça a été assez facile pour moi, mais sinon ça marche rarement quand... C'est vrai que en général, c'est vrai que je préfère que ça vienne de moi. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, non, il n'y a pas de mal à ça. Puis on est tous ça. différents en tant que scénaristes, donc il y a des gens, c'est vrai, qui sur commande sont hyper performants, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que je ne sais pas le faire, ou je m'en sens pas capable encore. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que ça marche pas pour moi. Donc ça, c'est des projets que finalement je me suis retirée, ou alors je refuse. Donc du coup, on a parlé pas mal de votre série de romans. Y a-t-il un autre média auquel vous avez tenté ? Vous avez tenté j'ai tenté un autre média, ouais. J'ai tenté, j'ai écrit une série de 2 livres pour enfants que j'ai scénarisé qui s'appelle L'épouvantable peur d'Epiphanie Fryer, avec Clément Lefebvre au dessin, qui est sorti dans une collection qui s'appelle Métamorphose aux éditions Delcourt à l'époque. Et en fait, cette bande dessinée a intéressé un réalisateur pour un film d'animation. Donc c'est très chouette, on continue d'être en contact d'ailleurs parce qu'il a toujours pas lâché l'idée. Mais du coup on a commencé à travailler sur la transformation de ce scénario en film d'animation. Donc j'ai travaillé sur quelques versions, réfléchi à quelques versions sur ça, et puis finalement il y a beaucoup de contraintes dans l'animation, les délais sont très longs, trouver une production c'est compliqué, enfin il y a plein aussi de contraintes de ce côté-là qui sont différentes de celles de la bande dessinée, mais qui sont pas non plus faciles voilà, c'est des étapes difficiles à franchir. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas réussi à ce moment-là à transformer l'essai. J'ai pas réussi à proposer quelque chose qui satisfait. On est toujours en contact, et il pense toujours à ce projet. Mais bon, pour l'instant, les planètes ne s'alignent pas, voilà. Donc je m'y suis essayée, mais trop peu pour pouvoir vraiment... parce que c'est quelque chose que j'aurais très envie de faire, par contre. Passer l'écriture d'un scénario de BD à un script pour le cinéma, c'est assez fantastique. Enfin, c'est quelque chose qui est super excitant. Donc il y a eu cette petite opportunité qui n'est pas transformée encore, mais qui est toujours là, quelque part, en coin, qui pourrait, pourquoi pas. Donc du coup, vous avez eu plusieurs adaptations ou plusieurs possibilités d'adaptation de différents... Là, de vos œuvres.
Il y a donc du spectacle vivant. Donc là, c'est un artiste qui interprète seul en scène l'homme montagne. Donc c'est un artiste qui est musicien, interprète, et qui a donc transformé l'œuvre en spectacle, en concert, un BD concert en fait, il appelle ça. Donc il y a une animation de la bande dessinée. Lui a transformé toutes les voix narratives de l'histoire en chansons. Ensuite, les dialogues ont été enregistrés par des acteurs, etc. Donc c'est vraiment un très 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 beau spectacle. Donc il y a eu ça. Bon, après il y a des adaptations en langue étrangère, des traductions en langue étrangère et un film d'animation. Du coup non, ça s'est pas fait, mais il y a cette petite idée qui dort pour l'instant. Est-ce qu'il y a un projet entre guillemets secret au futur dont vous pourriez nous parler? Un projet secret futur. Il n'y a pas vraiment grand-chose de secret. J'aime pas trop parler de mes histoires tant qu'elles sont pas signées et validées. Donc j'ai plusieurs projets. J'ai 2 projets de romans à venir. Donc il y en aura un qui sera un petit peu horrifique, un qui est beaucoup plus jeunesse classique, je dirais. Et puis projet de livre jeunesse et un beau gros projet de bande dessinée, un peu qui explorerait, comme je l'ai déjà fait par le passé, mais que j'aime bien, l'écriture absurde. Et voilà, donc je ne peux pas vous en dire trop plus sur l'histoire parce que pour l'instant il n'y a aucun de ces projets qui est signé. Pas de soucis. C'est vraiment à l'étape de projets dans ma tête. Ok. Je sais avec qui je vais les faire, voilà, c'est déjà prêt, ils aiment déjà les projets, mais maintenant il faut que je les étoffe. Ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser, je pense que c'est des projets qui vont naître d'ici soit à la fin de l'année, soit au cours de 2026. En espérant qu'ils trouvent des éditeurs, parce que ça, c'est jamais garanti. En fait, pour chaque projet, même si on a publié, maintenant j'ai quand même collaboré dans beaucoup de maisons d'édition. Depuis 2008, ça va faire 17 ans que j'ai commencé à être publiée. Mais chaque projet, on a ce stress c'est pas parce qu'un éditeur a aimé un de nos projets qu'il va aimer le suivant. Et donc, c'est le sentiment de toujours repartir à zéro qui est parfois assez éprouvant nerveusement. En tout cas, pour moi, ça l'est. Est-ce que pour vous, il y a un retour de lecteur qui vous a vraiment marqué? Un retour de lecteur en particulier? Ouais, les retours de lecteurs sont toujours très très chouettes. Maintenant, avec les réseaux, c'est vrai que les lecteurs peuvent rentrer en contact avec nous assez facilement. Et ils peuvent aussi exprimer leurs avis, même très négatifs, assez facilement. Donc en fait, les retours de lecteurs, la plupart des gens qui nous contactent directement, en tout cas, sont des gens qui ont aimé. Si les gens n'ont pas aimé, en général, ils ne vont pas nous contacter. Donc oui, c'est super. Il y a plein de... Ce que je préfère, c'est avoir le retour des enfants sur mes albums jeunesse. Parce qu'en fait, ils sont sans filtre. Et quand ils sont aimés, ils tombent vraiment en passion pour l'univers, quoi. Et du coup, ce qui est amusant, c'est quand on est sur des salons du livre et que les enfants viennent pour des dédicaces sur les romans. Sur les romans, je sais pas, les enfants qui lisent des romans, quand ils viennent, surtout quand c'est une série de romans, là où j'en suis au tome 5, où j'ai fini sur un cliffhanger assez terrible pour eux, ils sont à fond dans les personnages, donc c'est vrai qu'on discute à partir du c'est quoi ton personnage préféré, ils ont des théories, ils me balancent des trucs, et du coup c'est vraiment super de sentir qu'un univers qu'on a créé fait naître une espèce de passion, au moins autant de discussions avec des enfants des fois de 10-12 ans, que c'est quand même plutôt très chouette. Et puis l'avantage des réseaux, c'est que, alors même si je suis pas très douée pour les réseaux sociaux, j'ai juste un compte Instagram. Et c'est vrai que de recevoir des messages de lecteurs qui ont aimé, des fois celui qui m'a touchée le plus, c'est une maîtresse d'école de CM2 qui en fait, elle m'a envoyé ce message-là à la fin de l'année scolaire l'année dernière. Et elle me disait quand elle avait commencé à lire Aliénor, fille de Merlin, avec ses enfants en classe et qui faisait 20 minutes de lecture le matin ou le midi, je ne sais plus quand elle le faisait, enfin dans la journée. Et elle m'écrivait pour me remercier en fait et pour me dire que au début de l'année, elle avait genre 2-3 enfants qui étaient à fond dans la lecture partagée comme ça. Et qu'au final, maintenant, il y a toute la classe qui était en train de suivre l'aventure à suivre, là, parce qu'en plus c'était vraiment des romans à suivre. Donc on a besoin vraiment d'en attendre la suite. Si j'ai réussi mon travail, on attend la suite. Et elle me disait qu'au final, maintenant, c'est toute la classe qui était passionnée. Elle m'écrivait pour me demander si le tome 6 sortirait avant la fin de l'année pour qu'elle puisse le relire. Et je lui ai dit, malheureusement, ça sera l'année prochaine. Mais du coup, ça fait super plaisir de savoir qu'elle a réussi à intéresser et qu'elle a persévéré avec mes livres pour
intéresser finalement tous les enfants de la classe. Donc ce genre de messages-là, ce sont ceux qui sont plus touchants. Mais dès qu'on a quelqu'un qui nous écrit pour nous dire j'ai adoré le bouquin, voilà, ça fait beaucoup de bien. Donc c'est plutôt chouette. C'est touchant, effectivement. Ouais, mais ce message-là, ouais, ça fait quelque chose de se dire que oui, que du coup il y a des enfants peut-être qui iront lire la suite d'eux-mêmes tout seuls pour savoir la fin de l'histoire. Surtout que les enfants sont connus pour vraiment dire leurs pensées, quoi. Il n'y a pas c'est ça. de pensée derrière, il n'y a pas de message caché. On arrive des fois, par exemple avec la montagne, j'ai fait pas mal de rencontres. J'avais été beaucoup sollicitée pour faire des rencontres scolaires, donc avec des enfants qui étaient en CE2 à CM2, voilà. Et c'est vrai que des fois on arrive dans une classe, il y a des enfants qui nous disent oh mais moi j'ai pas aimé du tout, alors elle nous raconte pourquoi, ben c'est tout, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et puis le gamin d'à côté va dire oh moi j'adore ces personnages, ben voilà, c'est ça. Donc oui, avec les enfants c'est assez, c'est sans filtre, mais au moins c'est sincère. Donc voilà, il n'y a rien qui dérange. Après on discute et puis voilà. Mais c'est vrai que les retours font plaisir de lecteurs. Alors donc du coup, comme vous nous avez dit, et puis donc là on y est actuellement, vous faites partie de l'atelier 510. Est-ce que vous pouvez, parce que vous êtes la première personne qu'on voit qui fait partie de l'atelier, pouvez-vous nous en parler de sa création, de son but, de ses membres? Alors l'atelier 510 TTC, c'est son nom entier. Il a été créé il y a longtemps, que je dise pas de bêtises, 94 quoi. Ah ouais. Ouais, enfin je sais plus, ou 96. Je pense qu'on va fêter bientôt un anniversaire, donc c'est peut-être 2026, donc c'est peut-être 96. Et en fait, vous avez rencontré Jean-David Morvan, qui est à l'origine de la création de l'atelier 510 TTC en fait. Il l'a créé avec des camarades de lycée, je crois, à l'époque. Enfin, des camarades d'études, enfin, ils s'étaient connus au lycée, si j'ai bien suivi. Moi, je suis arrivée bien après. Et donc, c'est une structure qui a été créée, voilà, 96, je crois, à Reims. Et elle a été créée sur un principe qu'on continue d'appliquer, même si maintenant, c'est une nouvelle génération d'auteurs dans l'atelier, mais du coup il y a pas mal d'auteurs qui sont passés par cet atelier, puis la constitution change. Mais c'est vrai que nous tous là en ce moment on est 6 et ça fait pas mal d'années quand même qu'on est nous 6. Et il y a Christian Leroll qui est coloriste, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a été à l'atelier dès la fin des années 90, qui a rejoint l'équipe qui a fondé l'atelier assez vite finalement. Donc il n'y a que lui qui reste à peu près l'équipe presque d'origine. Sinon on est tous arrivés plus tard en fait. Et moi, je suis arrivée après le départ de Jean-David qui, lui, avait fondé l'atelier. Et donc, leur principe de fonctionnement au début, on le trouve très chouette. C'est pour ça que l'atelier a continué d'exister comme ça. C'est qu'en général, quand on est dans un atelier d'artiste, on va payer son loyer. C'est-à-dire, on va partager le loyer en tant d'artiste et on va payer une part de loyer. Et l'atelier 510 TTC, on ne fait pas ça. On ne paye pas de loyer de notre poche. Parce qu'on a tous des carrières différentes, des revenus qui sont irréguliers dans le milieu artistique, parce que ce n'est pas des revenus salariés, et donc on a toutes des périodes plus ou moins fastes, et on ne gagne pas tous la même chose. Donc ils avaient décidé à l'époque de ne pas partager le loyer, mais plutôt de faire des boulots en commun qui iraient dans la caisse de l'atelier. Et donc c'est ce qu'on continue à faire. Donc on anime des ateliers de bande dessinée pour les enfants pendant les vacances scolaires en partenariat avec la mairie de Reims. Donc ça se passe à la maison commune du Chemin Vert. Donc on anime une semaine d'atelier BD avec des enfants, des Rémois qui s'inscrivent à chaque vacances scolaires. Et donc ça, on le fait, nous, bénévolement, pour l'atelier. Donc on se relaie, on y va pendant une semaine. Donc moi, je vais une après-midi, un autre collègue, il va une autre après-midi. Et on facture l'argent, on facture à la mairie en commun pour les caisses de l'atelier. Donc vous voyez, hier, j'étais toute la journée avec un collègue dans une école où on fait un projet scolaire, un projet BD avec les profs. Dans une classe de 3e, on a passé la journée et ça c'est des travaux qu'on fait ensemble, on donne de notre temps pour faire ce genre de projet et ça rentre dans les caisses de l'atelier. Donc on donne tous un petit peu de bénévolement pour faire des travaux en commun ou des ateliers en commun qu'on anime et puis ça rentre dans la caisse, ce qui fait que on ne sort pas de l'argent de notre poche mais on facture en commun des fois on fait de la com pour des entreprises, on a fait des petites BD pour les vignerons, on a fait des BD pour l'association française des hémophiles. Moi je scénarise en partenariat avec les médecins de l'association, il y en a deux qui dessinent, qui mettent en couleur. On fait tout en interne et on facture pour l'atelier. Donc il fonctionnait comme ça depuis la création. Et du coup on a gardé ce mode de fonctionnement et pour l'instant on arrive toujours à avoir des contrats qui arrivent, des demandes qui arrivent, qui font qu'on arrive à se financer comme ça. Donc c'est plutôt sympa comme mode de fonctionnement. Donc voilà la spécificité. Sinon c'est un lieu qui a déménagé, ça fait 2 ans là, ça fera 2 ans, ça fait un peu 2 ans cet été qu'on a emménagé dans ce nouveau local. Mais voilà, la structure, on est 6 permanents je dirais, et puis il y a des gens de passage qui viennent travailler ici, des fois une journée, des fois une semaine.
Donc il y a moi qui suis scénariste. Donc en dessinateur, il y a Benoît Blary, Thomas Laboureau et Bengal. Et puis il y a en coloriste donc Luc Perdrizet qui est là aujourd'hui et Christian Leroll. Donc on est tous les 6 plus ou moins au quotidien, hein, chacun gère son emploi du temps et chacun mène sa carrière individuelle, voilà, indépendamment des autres. Voilà. On a toutes nos carrières individuelles. C'est vrai que moi je collabore de temps en temps, j'ai déjà travaillé sur des albums avec Benoît Blary. J'ai travaillé aussi avec Thomas Laboureau sur certains albums de bande dessinée et puis il illustre les couvertures de mes romans en ce moment. Mais voilà, donc des fois nos carrières se croisent, mais sinon on mène chacun notre carrière individuellement les uns des autres. Donc du coup, comment êtes-vous arrivé dans ce groupe? Quand et comment Alors moi je suis arrivée dans ce groupe parce que mon mari Thomas Laboureau qui est dessinateur de bande dessinée, lui, et donc au début je passais de temps en temps travailler et puis finalement il y a eu un déménagement, un changement de local avant celui-ci, où là c'était, je sais même plus vous dire quand, peut-être il y a une dizaine d'années. Et où là, je me suis dit, si vous êtes OK, je me mets un bureau, et puis voilà quoi. Et donc ils ont été OK, donc je me suis mis un bureau, je me suis installée. Et puis donc le dernier déménagement qu'on a fait il y a 2 ans, du coup je l'ai fait avec eux, et puis voilà. Mais donc je crois que c'est moi qui suis la plus... Non, je suis l'avant-dernière arrivée, le dernier arrivé c'est Bengal, donc il publie sous le nom de Bengal, lui il travaille uniquement pour le marché américain. Et il est arrivé, oui, un petit peu après moi je crois. Donc voilà, mais bon, sinon on est 6 membres permanents. J'aime bien ce que vous avez dit sur le fonctionnement et finalement l'autofinancement en fait c'est une très bonne idée du studio, de l'atelier. Sustainable, c'est ça. C'est pas le mot. On croise les doigts c'est pour durable. que... C'est ça, durable. C'est ça, on croise les doigts pour que la mairie ne coupe pas toutes les subventions culturelles à la BD parce que si on s'en fait ça, pas, on a les numéros On maintenant. en reparlera à Kevin si on ça a les va mêmes, pas. on a les mêmes interlocuteurs, donc voilà. Il nous a dit que c'était très intéressant pour la mairie, donc Et bon, on croise les doigts pour que c'est le deuxième plus gros budget juste après l'éducation. Ouais, tout ce qui est la culture, il nous a dit. Alors, pourvu qu'ils continuent à soutenir la BD, pour l'instant ça marche, parce qu'en fait, nos ateliers de bande dessinée qu'on fait à la maison commune du Chemin Vert, du coup il y a un concours BD, donc tout ce que produisent les enfants pendant les ateliers rentre dans le cadre d'un concours annuel, auquel peuvent participer aussi les écoles de Reims. C'est vrai que le concours grossit pas mal, et vous avez peut-être vu, on est exposé aux promenades à chaque fin de saison quasiment. C'est des gros cubes colorés où il y a les travaux des enfants. Donc les cubes ils sont créés ici graphiquement par Thomas Laboureau. Et c'est vrai qu'on a été exposé aux promenades encore jusqu'à juillet l'année dernière, qui est justement le rendu du concours où il y a tout. Voilà, les Rémois peuvent voter pour leur planche de BD préférée faite par les enfants. Donc c'est plutôt sympa. Donc on croise les doigts pour que ça, c'est une grosse partie de notre fonctionnement, de notre budget de fonctionnement. Mais oui, donc oui, le fonctionnement, ce mode de fonctionnement-là, basé sur le bénévolat qu'on fait, parce qu'on est une association de loi 1901, et pour financer notre loyer, c'est vrai que ça permet comme ça que chacun n'ait pas un loyer à mettre. Chacun doit se sentir aussi un peu plus apaisé, de se dire c'est sa rémunération, comment dire, c'est pas dans le sens elle est pour lui, mais dans le sens où il y a des mois où c'est pas forcément facile. On n'a pas le loyer à mettre. Voilà, il n'y a pas cette contrainte et ce stress pour certains. Après, il y a la contrainte quand même, quand on doit faire une journée là. Oui. Par exemple, hier, c'était une journée à Charleville-Mézières dans un collège. On avait du travail à faire, on met de côté. Donc des fois, ça tombe à un moment où on a beaucoup de boulot. Nous, on doit partir pour. Bon, après, on le fait. Puis on essaie de se répartir les tâches. Donc ça, pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Donc je pense que c'est plutôt chouette. Mais c'est pas, voilà, ça a été créé par ceux qui ont fondé l'atelier, donc en 96, oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la BD ? Les conseils, c'est toujours les mêmes, c'est que c'est chouette. Puis nous, ici, on reçoit des stagiaires dans notre atelier, donc on a des gens qui veulent se lancer dans la BD, on en voit quand même pas mal dans la BD ou dans l'illustration. Il faut être persévérant, parce que c'est un milieu qui est malgré tout pas facile. Hein. C'est aussi un milieu qui est assez précaire, surtout quand on débute, et même après, parce que c'est pas des revenus salariés, et parce qu'il faut savoir négocier un contrat avec un éditeur. C'est une relation qui est quand même particulière, qui peut être très chouette, mais qui peut être aussi assez douloureuse. Donc il faut savoir comment ça fonctionne, il faut être au fait des contraintes du métier, de ses spécificités, et savoir que c'est quand même pas facile de pouvoir en vivre. Hein. Et donc
Voilà. Mais par contre, il faut de la persévérance. Et puis, en fait, il faut produire. Si on aspire à faire de la bande dessinée, si c'est du dessin, il faut dessiner. Rencontrer des professionnels c'est tout. Ça fait avancer beaucoup. Quand on atteint un stade de dessin, à un moment donné, on bloque un petit peu. Et pour apprendre les codes, la rencontre avec des pros, c'est quand même plutôt pas mal. Parce qu'on voit leur façon de travailler. Et quand même, ça ouvre les yeux sur pas mal de choses. Je sais que moi, ça m'a ouvert les yeux quand même au niveau du scénario. De pouvoir le travail de scénaristes professionnels, de voir comment ils travaillaient, comment ne serait-ce qu'ils présentaient leur scénario, ça m'a pas mal aidé. Et puis dans l'écriture, c'est la même chose. Il n'y a toujours pas vraiment de formation, même si on commence un peu à s'ouvrir à l'idée que peut-être il faudrait former des jeunes gens à l'écriture créative. C'est quand même, par rapport au pays anglo-saxon, on est quand même bien en retard sur ça dans le milieu de la formation. Donc bon. Mais par contre, oui, si on aspire à écrire, il faut écrire. Et puis à un moment, il faut oser se lancer. Et c'est vrai que des fois, j'ai des étudiants qui écrivent. Et quand ils font le rapprochement entre... ils découvrent d'une façon ou d'une autre que je suis autrice aussi, on discute. Et c'est vrai qu'il y a le point de bascule est compliqué à vivre, parce que le moment où on écrit pour soi, etc., ou même si on a des proches qui nous disent c'est cool ce que tu écris, si on ose leur montrer, c'est quand même des proches, donc est-ce que la vie est objective? On peut toujours se le demander. Et le moment de bascule où on ose faire lire à un professionnel son travail pour la première fois, c'est quand même s'exposer beaucoup. Et c'est quand même une démarche qui est compliquée à faire. Donc il faut juste oser, parce que des fois ça marche. Mais ouais, il faut avoir sacrément envie, et du coup il faut travailler pour. Ça peut être beaucoup d'investissement au début pour finalement pas mal de déceptions, parce qu'il y a des projets aussi auxquels on croit beaucoup qui ne se concrétisent jamais. Donc, mais il faut être courageux, curieux de tout pour se nourrir de plein de choses. Et je pense que si on veut écrire, plus on lit, mieux ça enrichit notre écriture. Hein. Pareil pour le dessin, plus on observe, plus on est curieux, plus ça enrichit son imagination et son dessin. Donc c'est pas facile, mais après c'est des métiers qui sont très enrichissants. Donc il faut s'accrocher et puis il faut avoir l'envie, quoi. Et persévérer. Et donc du coup, au contraire, pour vous, quels sont les pièges à éviter? Les pièges à éviter, je ne sais rien. J'ai toujours du mal à donner des conseils parce que je suis pas forcément légitime pour ça. Je vois pas tellement de pièges, si ce n'est d'accepter une rémunération ridicule pour un bouquin de 200 pages. Et malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs qui débutent et qui acceptent ce genre de contrat en pensant qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Donc il faut bien lire ces contrats. Il faut surtout éviter de débarquer sans s'être renseigné en fait, sur la façon dont on est rémunéré un auteur. C'est quoi les avances sur droit, comment ça fonctionne, donc tous les côtés techniques. Parce que finalement, il y a pas mal d'écoles maintenant qui ont ouvert et qui forment à la bande dessinée ou à l'illustration, au métier de la BD et de l'illustration. Et à chaque fois qu'on reçoit des stagiaires, en fait, ils n'ont aucune préparation au côté professionnel du métier. C'est-à-dire comment je transforme ma pratique de l'illustration ou de la bande dessinée amatrice en métier et quelles sont justement les spécificités de ce métier-là. C'est vrai que les stagiaires qu'on reçoit, ils n'ont pas de cours qui les préparent à ça, et du coup c'est ce qui pêche un petit peu. Et donc pour eux, c'est ce qui peut être un piège au début, c'est de ne pas maîtriser l'aspect professionnel du métier, qui est difficile à maîtriser. Je veux dire, il faut vraiment se mettre dedans pour vraiment bien comprendre tous les rouages, mais du coup ça peut être un peu piégeux au départ. Donc je pense que bien se renseigner, c'est important, et rencontrer des professionnels, ça peut aider à... Voilà. Ou les associations qui préparent, maintenant il y a pas mal de choses en ligne, etc. quand même pour les aspirants auteurs. Mais je dirais que c'est plutôt ça. Sans être un piège, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience avant... Quand on se lance, il faudra avoir conscience de ça. Il faut s'éclairer en fait avant de se lancer. Voilà, il faut se lancer, il faut oser, il faut avoir de l'audace, mais en même temps, il faut se préparer pour savoir dans quel genre de milieu on met les pieds aussi. Pour vous, quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise dans ce métier? Ça revient peut-être avec ce qu'on a peut-être dit précédemment. Ouais, la plus grande leçon, c'est dur, je sais pas. Je dirais que c'est cet aspect d'avoir suffisamment confiance en soi pour oser négocier et pour oser demander des choses qu'on estime être légitimes. Ouais, légitimes par rapport au travail. C'est vrai que j'ai accepté parfois des contrats où je savais que je n'étais pas rémunérée correctement.
que je regrette d'avoir accepté à l'époque. Et que j'avais dit à l'éditeur après, je ne referai pas. Si je signe un deuxième livre, ce ne sera pas dans ces conditions-là. Donc c'est vrai qu'il y a des leçons comme ça, mais il n'y a pas de leçons vraiment sur genre des choses que j'aurais pas dû faire. Je pense que ça fait partie de la façon dont j'ai grandi dans le métier de l'écriture aussi, de toutes les étapes par lesquelles on passe et on réalise des choses, etc. Peut-être j'aurais dû faire un travail sur moi avant, etc. Mais on se sent pas toujours en position de force. C'est difficile d'avoir suffisamment confiance pour se sentir en position de force dans un échange, dans une négociation, surtout quand on débute. Donc il y a des choses peut-être que oui, je ferais différemment, mais donc on peut dire que c'est des leçons, mais en tout cas, je pense que c'était forcément nécessaire. Mais je pense que voilà, il faut bien se renseigner, quoi. Donc du coup, on arrive un peu sur la fin. Si vous pouviez collaborer avec n'importe quel auteur ou artiste, bien sûr, mort ou vivant, qui choisisseriez-vous ? Qui choisirait ? Alors j'ai une passion pour la littérature et la poésie pour enfants anglo-saxonne. Ils ont une tradition de la poésie narrative. Et donc il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Quentin Blake, qui est très très âgé maintenant, qui est un illustrateur qui a illustré, vous le connaissez peut-être parce que c'est lui qui a illustré les romans de Roald Dahl. Donc Charlie et la chocolaterie, Fage la belle géante, etc. Donc initialement c'était l'illustrateur alors c'est un illustrateur qui a un trait à l'encre super particulier, mais tout son travail est dans l'expression. Alors certains trouvent son dessin pas beau, et objectivement pas beau, mais en fait il est dans la représentation du mouvement et de l'énergie, et je trouve son travail incroyable. Donc ça aurait été on n'est pas du tout la même génération, il est maintenant très très âgé, mais j'aime toute son œuvre et c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément pour justement l'immédiateté de son dessin et la façon dont il arrive à rendre un mouvement et un dynamisme. J'ai toujours été fascinée, mais même quand j'étais petite, sur ces illustrations de ses romans pour enfants, ceux de Roald Dahl, j'ai toujours été fascinée par son travail. Donc c'est la collab impossible, mais c'est un truc, ça aurait été, voilà, puisque vous me demandez le truc impossible. Jamais dire jamais. Ça aurait été, quand même là, il y a peu de chance déjà. Avez-vous une recommandation à lire absolument ? Que ce soit une des vôtres, une de quelqu'un que vous connaissez, même plusieurs si vous avez un top 5. Alors c'est bête, mais j'ai une recommandation, mais je me souviens plus du nom de l'autrice, ce qui est terrible en fait. Oh, pas de souci. Donc vous pourrez couper juste ce passage où je ne me rappelle plus de son nom. On a eu plusieurs auteurs qui ont vraiment sorti leur application. Alors ça c'est bien. Ouais, parce qu'il y a un album qui s'appelle Perpendiculaire au soleil. Voilà, Valentine Curie-Le Calais. Je ne sais pas si je vais vous montrer, vous le connaissez cet album ? Non. Non. Mais il est assez incroyable. L'illustration est très... c'est un gros bouquin. Une brique. Voilà. Elle est très 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 jeune, je ne sais plus combien il y a de pages, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais bon, peu importe. L'idée c'est qu'elle a publié ce livre, elle a commencé à travailler sur ce livre, elle était très 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 jeune. Et elle avait entamé une correspondance avec un condamné à mort américain. Et en fait, Perpendiculaire au soleil, c'est toute cette histoire-là. Et le livre la BD est absolument fascinante, quoi. Et donc c'est moi un bouquin que j'ai lu, que j'ai dévoré en étant complètement sidérée et hyper émue et complètement embarquée dans ce qu'elle propose avec une jeunesse. Enfin, je trouve que c'était virtuose comme album, avec quelqu'un qui a, je sais plus, 18 ou 19 ans. Enfin, un travail de dingue. Et je le trouve magnifique. Donc c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Alors je ne sais plus quand il date l'album, parce que c'est pas non plus... c'est pas de cette année, il date de quand ? 2022. Donc ça va encore. Ça va encore, c'est acceptable comme coup de cœur récent, mais c'est vraiment le dernier gros... c'était une claque, et en même temps de réaliser sa jeunesse et la maturité de ce travail, c'était impressionnant. Moi, ça m'a impressionné tout le long de la lecture. Donc il est assez remarquable, cet ouvrage. Donc Perpendiculaire au soleil. Perpendiculaire au soleil, je note dans ma tête. Ouais. Je me renseignerai personnellement. Ouais, c'est fascinant. On ira voir Abderrahmane. Exactement. On dira à l'autre Séverine, du coup, il y a moyen de la voir ici peut-être. Si ce n'est pas le cas, on ne sait pas. Alors, dernière question pour faire une jolie clôture. Est-ce que vous avez un mot pour nos auditeurs, auditrices, un mot de la fin tout simplement, quelque chose à ajouter que vous voulez évoquer. Un mot évoquer. de la fin, je sais pas. Je pense j'ai évoqué pas mal de choses déjà. Les inciter à lire de la bande dessinée. Voilà, ce serait tout, parce que voilà, c'est un média qui est maintenant qui est bien populaire. Donc il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de genres de BD. Donc l'idée c'est qu'on peut vraiment trouver dans tout ce qui existe quelque chose qui va nous convenir, quoi. Il y a de tout maintenant et c'est assez formidable. Il y a aussi plein de nouveaux auteurs qui arrivent qui sont ultra talentueux.
Et du coup, ouais, c'est les encourager à être curieux sur tout ce qui se fait et à découvrir des super bouquins. Il y en a des tas tout le temps. C'est bien vrai. Bah, merci. Bah, ce Merci sera mon mot de la fin. beaucoup. Je ne suis pas super douée pour ça, mais C'est très voilà, bien. merci à Merci de vous. nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.